il y a très peu d'études qui ont été faites pour valider les mesures. Pourquoi? Parce qu'on a pris beaucoup de mesures, des mesures différentes, à des moments différents, en changeant y compris les outils pour évaluer ces mesures. Un des grands exemples, c'était lorsque, au mois d'octobre, on a en même temps décidé de reconfiner et en même temps, on a pris des mesures par rapport au voyage à l'étranger. Et en même temps, on a décidé de ne plus tester les asymptomatiques. Par conséquent, on a changé à la fois ce qu'on observait, puisque là, l'expérimentateur agit sur l'expérience, forcément. Donc, on n'a pas laissé se faire la nature, donc on a agi, et en même temps, on a changé ces instruments de mesure. Donc, comment, a posteriori, peut-on tirer des conclusions si on change à la fois les conditions de l'expérience et les outils? C'est quasiment impossible. Donc, un virus, et c'est connu pour les virus influenza, donc de la grippe, et pour beaucoup d'autres virus, ils ont des mutations avec des variants qui apparaissent qui sont de plus en plus rapides et de moins en moins dangereux. Et c'est comme ça que finalement, les épidémies finissent par s'arrêter parce que comme le virus s'est bien répandu et qu'il n'a plus tué trop de monde, on l'a laissé un peu courir et au final, une proportion importante de la population est immunisée et l'épidémie s'arrête. Il faut que alors un nouveau variant, soit provenant de quelque part dans la population humaine, soit provenant d'un animal, mais pour la grippe c'est bien connu, c'est toujours le cochon ou les oiseaux, les canards, les poulets, etc., parfois des oiseaux sauvages. Souvent, c'est comme ça que la nouvelle épidémie de grippe redémarre, c'est parce qu'il y a eu un réservoir animal où le virus s'est multiplié, a fait des mutations, est redevenu adaptable à l'humain et refait une épidémie relativement large. Donc ces épidémies saisonnières que l'on voit de grippe sont des phénomènes récurrents, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le virus est devenu endémique, donc ça veut dire qu'il est là en permanence et qu'on vit avec. Alors ça, c'est une phrase que beaucoup utilisent, que j'ai utilisée déjà assez tôt dans l'année dernière, en disant qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, et où on a considéré que je faisais l'apologie de l'extermination des personnes à risque et des vieilles personnes, qui est évidemment pour le moins choquant, parce que c'est pas du tout ça que je voulais dire. Beaucoup de vaccins sont absolument indispensables. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte parce qu'il y a des maladies qui ont pratiquement disparu tellement la vaccination a été efficace. Il y a même une maladie qui a complètement disparu, c'est la variole, mais ça n'a rien à voir avec une maladie qui se dissémine par la respiration. On est dans un autre schéma. Mais pour les virus respiratoires, tous les vaccins qui ont été faits jusqu'à présent, y compris contre la grippe, etc., n'ont jamais éradiqué le virus. Ce sont des virus qui ne s'éradiquent pas, ils se transforment, ils opèrent des mutations. C'est même une des caractéristiques de ces virus, que ce soit la grippe ou que ce soit le SARS-CoV-2, ce sont des virus qui mutent, qui changent. Il y a des variants qui arrivent les uns derrière les autres. Comme on veut éviter tout problème et qu'on veut un objectif Covid-0, on est dans une situation où, dans le fond, on prend un risque zéro. On aimerait pouvoir ne prendre qu'un risque zéro et on essaie de pousser la population à ne prendre aucun risque. Et en même temps, on va vacciner des millions de personnes
en prenant le risque qui est le fait qu'on ne connaît pas encore ce vaccin et qu'on ne le connaîtra que quand on l'aura expérimenté sur suffisamment de monde. Donc je ne dis pas que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je suis plutôt pour la prise de risque. Mais je ne comprends pas que cette prise de risque, qui est aussi gigantesque finalement que l'utilisation de tous ces vaccins différents, en plus basés sur des principes différents, etc., avec certains qu'on connaît un peu, d'autres qu'on ne connaît pas du tout, tout ça, on y est allé franco, en se disant, OK, pas de contestation, le vaccin, c'est la seule solution, donc on vaccine. Et là, on s'est autorisé une prise de risque qui est, à mon avis, au moins aussi forte que la prise de risque qui consiste à dire on ne peut pas transgresser la bulle de 1. Ma conviction personnelle, c'est tout à fait personnel, c'est que dans la mesure où on peut démontrer que les vaccins sont efficaces et pas dangereux pour la population à risque, c'est évidemment l'objectif numéro 1. Quand toute la population à risque, pour autant qu'on l'identifie bien, on identifie bien tout le monde, si toute cette population à risque est vaccinée, et si ça marche, et si ça protège, à ce moment-là, on a atteint un des buts de la vaccination, le but principal de la vaccination, qui est protéger les gens. Ça n'a pas beaucoup de sens de protéger des gens qui ne courent aucun risque, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'on vaccine, qu'on a l'intention de vacciner le reste de la population? C'est pour empêcher le virus de circuler. Et donc, quand on parle d'immunité collective, naturelle, ou d'immunité collective artificielle, on parle de la même immunité collective. Si une immunité collective peut être atteinte sans vaccin, pourquoi pas? C'est ce qu'on fait avec les rhumes et avec tous les autres coronavirus et autres rhinovirus et tous les virus qui donnent des maladies respiratoires mais qui ne tuent pas les gens. On ne passe pas son temps à faire des vaccins. Et on compte sur l'immunité collective. Donc l'immunité collective, ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose que nous connaissons depuis la nuit des temps et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui avec beaucoup de virus. Alors la protection des personnes les plus à risque et l'immunité collective naturelle chez les autres, on a fait l'immunité collective complète. Le meilleur, c'est à part des cas tout à fait exceptionnels, c'est l'immunité naturelle. Parce que notre système de défense, notre système immunitaire, qui est très complexe, qui n'est pas seulement des anticorps, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a énormément d'outils à notre disposition dans notre système immunitaire, et tout ça est bien rodé au fil des millénaires pour faire en sorte que nous résistions le mieux possible au virus. Donc l'immunité naturelle, elle est forcément excellente. Mais il faut qu'elle ait l'occasion de se mettre en place. Et il faut évidemment, pour la mettre en place, il faut rencontrer le vrai virus. L'immunité artificielle, nous trichons avec le système, nous avons un faux virus pour faire semblant. Et donc pour demander à notre système immunitaire de faire ce qu'il ferait si c'était le vrai virus. Mais on a dû pour ça faire en sorte que ce que l'on introduit chez la personne ne soit pas infectieux, bien entendu. Donc il y a certains vaccins où on a enlevé des morceaux du virus pour qu'il ne soit pas méchant, mais il faut quand même qu'il pénètre dans l'organisme. Donc il y a des compromis comme ça. Et donc il y a des vaccins qui sont sur cette base-là, et puis il y a la nouvelle génération des vaccins sur base de l'ARN, qui, eux, à coup sûr, n'introduisent que vraiment une région contre laquelle on veut avoir une réponse immunitaire. Alors, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui,
si c'est suffisant avec des sous-unités comme ça? Est-ce qu'on a quand même un spectre assez large? Est-ce que si on a un variant qui change cette petite protéine-là et la rend non reconnaissable par le système immunitaire si elle a muté chez un nouveau virus qui arrive. Donc voilà, il y a une fragilité dans le concept qui est inhérente au concept. Alors on nous dit, ben, étant donné que ça, et ça personne ne le nie, ça peut arriver, c'est même très probable qu'au bout de peut-être 1 an, 2 ans, on va voir arriver des souches qui sont absolument pas neutralisées par le vaccin à ARN messager qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est très très possible. C'est même très vraisemblable. Mais alors on nous dit, bah, alors raison plus pour vacciner tout le monde le plus vite possible. Et donc tous les éléments que l'on examine amènent toujours à se dire qu'il faut vacciner et qu'il faut vacciner le plus grand nombre de gens possible et le plus tôt possible. Et là, je pense qu'il y a du débat. Et que malheureusement, voilà, il n'y a pas de débat. Mais ce n'est pas qu'en Belgique qu'il n'y a pas de débat. C'est partout. Ce qui rend très compliqué la possibilité d'avancer des objections par rapport aux mesures qui sont prises, par rapport au principe de la vaccination, quel vaccin, etc. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir un débat là-dessus? C'est parce que nulle part dans le monde il y en a. Et qu'il y a une espèce de consensus planétaire qui est le même que le consensus qu'on a ici, gouvernemental, chez nous. Donc, je me mets aussi à la place des gouvernants. C'est difficile de prendre des mesures complètement à l'écart de ce qui se fait ailleurs. Et voilà, donc ça nous met dans une position qui est très curieuse, qui est très intéressante sur le plan politique, sur le plan de l'autonomie politique. Ça rend les choses extrêmement compliquées. C'est une hypothèse qui circule beaucoup, que celle qui dit qu'il y a des intérêts, financiers en particulier, tellement colossaux que ça empêche de réfléchir d'une manière raisonnée, d'une manière sereine. Et que donc on doit aller tout aux médicaments extrêmement chers ou tout au vaccin. C'est une idée qui n'est pas saugrenue, qui vient à l'esprit de tout le monde quand on y réfléchit bien. C'est quels sont les intérêts supérieurs qui peuvent gouverner. C'est difficile de répondre à cette question-là sans avoir tous les éléments. Et c'est d'autant plus difficile que si on s'aventure dans une interprétation comme celle-là, on est nécessairement complotiste et on remet nécessairement tout en question. Et on fait des procès d'intention à beaucoup de monde. C'est un domaine dans lequel je ne souhaite pas m'aventurer parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour me dire que c'est comme ça que ça se passe. J'admets volontiers que c'est tentant de se dire qu'il doit y avoir des intérêts supérieurs. Mais voilà, je reste au bord de la falaise sans m'y jeter.